Bonjour Luc. Bonjour. Peut-être quelques mots sur vous pour commencer, avant qu'on rentre dans les grandes orientations stratégiques du groupe BPCE. Alors BPCE, d'abord, c'est le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Tout le monde ne connaît pas forcément l'acronyme BPCE. Et donc j'ai rejoint ce groupe il y a une petite dizaine d'années et j'ai depuis 5 ans la charge de la data et de l'IA, qui est une filière de plein exercice au sein du groupe BPCE. Et on a fait le choix vraiment de maintenir cette cohérence entre data et IA, mais on reviendra probablement dans l'échange sur, pour moi, la pertinence de traiter ces deux sujets de manière combinée. Alors justement, quelle est votre vision au sein du groupe ? Alors la vision, je vais m'appuyer sur le programme stratégique, le plan stratégique qui a été lancé par le groupe en 2024, donc il n'y a pas très très longtemps. Alors on a eu de la chance, c'était après le lancement de ChatGPT, donc on a complètement intégré cette révolution dans notre plan stratégique. Et d'ailleurs, voilà, on considère que l'IA et l'IA générative, c'est pas du tout un gadget. Au contraire, on pense que c'est un élément de transformation assez fondamental de nos vies personnelles, de nos sociétés, de nos entreprises. Et on considère que ça a le même pouvoir de transformation que les deux précédentes révolutions du digital, à savoir le lancement d'Internet il y a maintenant fort longtemps et le lancement des smartphones un peu plus, il y a une quinzaine d'années. Et donc finalement, en partant de ce constat-là, on en tire un certain nombre de convictions et de plans d'action. En termes de convictions, si on dit que l'IA générative, c'est une nouvelle transformation finalement de nos sociétés numériques, ça appelle quelques bons réflexes. Le premier réflexe, et ça a été dit tout à l'heure, tout passe par l'adoption. La transformation humaine. Un service, il est bon que s'il est adopté. Donc, il y a un vrai enjeu de transformation humaine et d'accompagnement des utilisateurs. J'y reviendrai. Deuxième bon réflexe, c'est pour faire de l'adoption, il faut que l'usage crée de la valeur, crée de la richesse. Je ne vais pas utiliser un produit qui ne me sert à rien. Et donc, l'obsession de la qualité du produit, de la valeur ajoutée du produit doit être le bon réflexe aussi côté création d'utilisation de l'IA générative. Et puis, dernier élément, de la sélectivité. On sait que ces grandes transformations, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il y a le temps de la technologie, mais il y a le temps de l'appropriation par nos organisations, par nos collaborateurs, par nos processus, etc. Et donc, on a souhaité être extrêmement sélectif. Donc, à partir de tout ça, on a mis ça dans un petit shaker et on en a retenu finalement 2 plans d'action, pas beaucoup, à horizon 2026, la première séquence de notre plan stratégique. Première action, on dit à partir du moment où l'IA générative, on considère que ça devient un nouveau standard dans nos sociétés, il faut que ce standard, on l'amène dans notre entreprise. Évidemment, il n'y a pas question que ce standard s'arrête aux frontières de nos bureaux. Donc, un enjeu qu'on appelle, de manière un peu slogan, l'IA pour tous, et donc avec un KPI très simple qui est que à minima, la moitié de nos collaborateurs doivent être des utilisateurs actifs de l'IA générative en 2026. Alors, on a communiqué milieu d'année sur le résultat de notre premier semestre en disant qu'on y était quasiment, on a progressé depuis, donc je vous laisse deviner où on en est, mais on est effectivement très content de cette adoption. Cette adoption, ça passe par le déploiement d'outils d'IA pour le quotidien, donc il y a un enjeu produit, je n'y reviendrai pas forcément tout de suite, on pourra peut-être avoir l'échange après, mais je veux insister, et ça a été dit, sur un enjeu d'adoption, d'accompagnement des utilisateurs, donc tous les enjeux autour de la formation, et finalement de s'appuyer sur les filières métiers, parce que quand on dit l'IA au service du quotidien, mon quotidien n'est pas le même qu'une personne en banque, un conseiller en banque populaire, caisse d'épargne, quelqu'un dans les équipes informatiques, etc. Donc cette déclinaison de l'IA quotidien avec des assistants qui répondent spécifiquement aux enjeux. Le collègue d'IKEA disait la même chose, il faut embarquer les métiers à travers les filières métiers qu'on a pour penser les cas d'usage qui sont pertinents. Et puis, deuxième pan, à côté de l'IA pour tous, le deuxième pan, c'est la transformation de nos business processus. Ça a été dit aussi par l'intervention précédente, c'est là le redesign de process. Et là, on dit, oulala, on ne va pas redesigner tous les process de la banque en 3 coups de cuillère à peau, excusez-moi l'expression. Et donc, on a décidé d'être très sélectif et de travailler dans un premier temps sur 5 domaines. Je vais rapidement les citer, on pourra y revenir. 3 autour de la relation client. Donc, l'IA au service des conseillers, donc tous les métiers de la vente. Donc, comment en tant que conseiller, je redéfinis complètement mon process. Je prépare mon entretien, je réalise mon entretien et je fais tous les traitements post-entretien. Deuxième priorité, l'IA au service de nos clients à travers nos interfaces digitales. Donc, comment l'IA peut transformer l'expérience digitale de nos clients. L'autonomisation du parcours, etc. Voilà, l'IA dans l'appli mobile, pour faire simple. Et puis, troisième sujet de la relation client, l'IA dans tous nos métiers de contact center, de centre de relation client. Voilà, donc ça, c'est nos 3 axes autour de métier de la relation client. Et puis 2 autres axes qui sont, pour l'un, un peu spécifiques à la banque, c'est l'IA au service de la lutte contre la fraude. Et le dernier axe, c'est l'IA au service de nos métiers informatiques. La banque et l'assurance sont des métiers très intensifs en informatique. Et donc, peut-être juste pour dire, ces 5 sujets, on ne les a pas pris complètement au hasard. On a pris vraiment des sujets très volumiques. 35 000 conseillers, 5 000 développeurs, 11 milliards de transactions paiement par an, etc. Ce qui fait que si on apporte de l'efficacité, on va tout de suite avoir des effets de levier. Par l'effet volume. Voilà, du ROI mesurable et mesuré. C'était évidemment une grille de lecture pour choisir ces 5 process.
Vous avez finalement une orientation stratégique qui repose un peu sur deux jambes, l'efficacité individuelle d'un côté, la transformation des business de l'autre. Quelles sont les premières efficacités constatées ? Alors sur l'efficacité plus individuelle dans l'IA pour tous, on fait plus du déclaratif parce que c'est évidemment, on s'est posé beaucoup de questions autour de ça. Quand on amène un produit de type, entre guillemets, ChatGPT sécurisé avec des assistants par métier, etc., on est dans une démarche qui peut souvent être assez individuelle. Donc je vais gagner moi du temps à titre personnel, on fait du déclaratif, je gagne, voilà, on a une partie très importante de nos collaborateurs, c'est près de 50 000 personnes qui utilisent cet outil, qui nous disent qu'ils gagnent 1 heure par semaine, etc. Après, et ça rejoint l'enjeu que c'est pas qu'un produit, c'est un accompagnement des utilisateurs, il y a tout le travail managérial, et l'adoption c'est du management, c'est pas de la technologie, il y a un travail managérial de réemploi finalement de ce temps gagné vers des valeurs ajoutées. Donc ça, c'est un enjeu fort. Donc nous, on assume vraiment qu'on a cet enjeu IA pour tous, pour lequel la productivité est diffuse, pas forcément très facile à matérialiser, à sommer au niveau du groupe, parce que le déclaratif n'a pas une valeur économique évidente, mais on pense que c'est un enjeu clé pour retenir nos talents, attirer nos talents, et c'est un enjeu d'efficacité, mais finalement qui est très vécu, qui est très incarné par la ligne managériale et par la relation sur le terrain. Un point de vue quali, mais aussi un point de vue très quanti, je crois que c'est 1 euro égale 1 euro, voilà. quelque chose comme alors ça. Évidemment, quand on va changer du business process, on est sur des investissements un peu plus lourds, parce que qui dit changer de workflow, ça a été très bien dit, mais en tout cas dans une banque, changer un workflow, ça se fait pas en 5 minutes et ça coûte pas quelques milliers d'euros. Et donc là, évidemment, on le fait pas pour la beauté de la gloire, on n'a aucune fascination a priori sur la technologie, on est là, la technologie au service de notre performance. Et donc là, on va chercher effectivement de la valorisation, du ROI, donc le slogan 1 euro, 1 euro. Mais on voit que comme on est sur des sujets volumiques, quand on est sur 5 000 développeurs, quand on est sur 35 000 métiers de la vente dans notre entreprise, on voit bien que là, on dégage. Et on le mesure, alors on commence, parce que le passage à l'échelle est en ce moment, mais on mesure vraiment du ROI et on a des outils pour le traquer qu'on fait avec le métier. Et voilà, une fois de plus, le métier est indispensable parce que moi j'apporte la solution, mais évidemment c'est le métier qui la déploie, c'est le métier qui accompagne les utilisateurs et c'est le métier qui mesure les KPI associés à cette performance. Donc il y a de la performance en termes de gain de temps, mais il y a aussi de la performance sur des indicateurs business. Quand je parle de la fraude, vous voyez bien que si les personnes qui font l'analyse de la fraude gagnent 10 ou 20 ou 30% de leur temps, c'est un gain. Mais si par ailleurs, on gagne de 1 ou 2 points ou 3 points le taux de fraude que l'on subit au sein de nos entreprises, l'effet de levier, il est encore plus important que le simple gain de temps. Donc on a sur ces transformations de business process des indicateurs de type gain de temps avec les enjeux de réemploi de ce gain de temps qu'on travaille avec les métiers, mais il y a aussi un enjeu sur les KPI métiers, qui soient des taux de fraude, des taux de vente sur appel entrant, des taux, etc. etc. Et vraiment cet aspect KPI métier est au moins un levier aussi puissant, voire plus puissant que le simple gain de temps. Alors, il me reste 2 minutes, 2 questions. La première, c'est sur le volet data, parce qu'on a beaucoup parlé d'IA et on a beaucoup parlé d'IA générative, mais aussi le volet d'IA prédictive. Quid justement tous les projets, les process data qui sont induits justement de l'arrivée de l'intégration de l'IA. Oui, alors je vais aller très vite, je ne pense pas être très révolutionnaire, mais il n'y a pas d'IA sans qualité de la donnée. Ça a été dit pour Ikea sur les bilans, etc. Donc c'est évidemment hyper important et tout l'investissement qu'on a fait sur la data reste un investissement qu'il faut poursuivre dans la durée. Il faut convaincre nos directions générales de poursuivre l'investissement sur cet enjeu de données. Sur l'IA prédictive, on était plutôt sur la donnée structurée. Avec l'IA générative, on aborde aussi le sujet de toute la partie documentaire, du knowledge management pour parler chic. Et je rajoute d'ailleurs que l'IA générative, c'est très complémentaire de tout ce qu'on a fait, parce qu'on a fait beaucoup de travail sur la data, la qualité de la data, on a fait beaucoup de travail sur des scores de l'IA prédictive, mais finalement, l'utilisation de ces scores n'était pas forcément optimum. Parce que c'était pas forcément facile d'accéder à l'information, à ces scores dans des environnements compliqués de postes de travail. L'IA générative, c'est pour moi aussi un formidable moyen de valoriser tout ce travail qui a été fait sur la data. De décloisonner la data du service et data permettre aussi. Finalement à chacun de pouvoir interroger cette connaissance de manière beaucoup plus facile et naturelle que par des outils informatiques ou des écrans. Donc pour moi, l'IA générative est très complémentaire. Il faut continuer à investir, même renforcer sur la partie documentaire. Et puis l'IA générative est aussi une façon d'accéder à l'utilisateur et de mettre à disposition. Donc ça augmente le ROI finalement qu'on a pu faire historiquement sur ces sujets de mise en qualité des données. Luc, il nous reste 45 secondes. Si vous aviez 2 conseils, en tout cas par votre retour d'expérience sur celles et ceux qui sont dans la salle, qu'est-ce que vous aimeriez partager comme bonne pratique ? Alors, première bonne pratique, et je le dis, je ne prêche pas vraiment pour ma paroisse, mais la réussite d'un programme IA, c'est 20-30% de produits de tech et 70-80% de métiers. Donc pour moi, le sujet numéro 1, c'est de complètement embarquer les métiers dans
cette transformation en termes de priorisation des choix, de focalisation des choix et de suivi des gains business associés à ces choix. Donc il faut les gouvernances, il faut tous les éléments pour le faire. Peut-être deuxième sujet que l'on peut mettre en avant, c'est les enjeux de robustesse. Je disais quand même que derrière, il y a comme de l'adoption et la qualité du produit. Donc je reviens tout à fait à ce qui a été dit sur la partie hallucination. On a un vrai enjeu qui est quand on passe du monde grand public au monde entreprise, de s'assurer de la maîtrise de la qualité de ce qu'on fait. Ce qui d'ailleurs nous amène à travailler sur des cahiers de tests et des cahiers de recettes qui sont très différents de ce qu'on... Quand on fait un programme informatique, le programme informatique il est juste et bon, mais il fait toujours la même chose, il est très réplicable. Sur l'IA générative, on sait que les enjeux de réplicabilité ne sont pas les mêmes. Donc on a des enjeux de réflexion sur la façon dont on teste avant la mise en service. Mais on ne peut pas tester l'infini, donc il faut se mettre un peu en déséquilibre et tester après en mode run. Donc voilà, deux éléments. Vraiment être focalisé sur le métier. Le cœur, c'est le métier, et c'est le métier qui va driver les bons choix et créer de la valeur. Et puis deuxième sujet, retravailler tout cet enjeu de qualité et de robustesse de nos produits, à la fois au moment de l'initiation, mais dans la vie. Donc il faut vraiment raisonner produit et pas projet, si on veut que, au-delà de l'effet initial un peu waouh, ces produits soient utilisés dans la durée pour vraiment transformer nos business process. Oui, en passage à l'échelle et puis dans l'opérationnel concret. Merci Luc, c'est déjà la fin de notre échange. Merci beaucoup.